Salam alaikum, bonjour chers étudiants. Donc aujourd'hui, on va essayer d'attaquer le troisième chapitre sur la gestion de la mémoire. Donc on a dit que les systèmes d'exploitation, c'est l'intermédiaire entre les applications des utilisateurs et le matériel. Elle utilise la mémoire pour l'exécution des processus. Il utilise le processeur donc, pour exécuter les processus qui sont chargés en mémoire. Il utilise une partie du disque dur donc, pour l'échange. Une fois que la mémoire est pleine, on va voir tout ça aujourd'hui, Inch'Allah. Donc, je commence par le commencement, donc, à savoir la diapositive. Donc, pour commencer, donc on a parlé dès le premier chapitre sur les types de mémoire. On a parlé de la ROM, on a parlé de la RAM, la mémoire centrale. On a parlé de la mémoire auxiliaire ou bien la mémoire secondaire, le disque dur, donc la mémoire secondaire peut être par le disque dur, par les CD-ROM, par les disquettes, par les clés USB, donc par une bande magnétique, une cassette, etc. Donc, tout ce qu'on va mettre sur le disque dur ou bien sur la mémoire centrale, il va être persistant alors que la RAM, il est volatile. Donc, vous connaissez maintenant il existe plusieurs technologies de mémoire, donc à semi-conducteurs. Donc, les semi-conducteurs, donc ce sont un petit peu la technologie avec laquelle sont construits les transistors. Donc, il y a les conducteurs, les semi-conducteurs. Un semi-conducteur, donc c'est le silicium ou bien le géranium. Donc, les deux composantes par lesquelles on construit donc les transistors. Donc, et donc, les circuits intégrés et parmi eux, donc les barrettes mémoire, donc la RAM statico-dynamique, ROM. Donc pour la RAM, c'est Random Access Memory, c'est une mémoire accès aléatoire, c'est la mémoire vive. La ROM, c'est Read Only Memory, donc c'est la mémoire donc, à lecture seule dans laquelle on a dit qu'on y trouve le BIOS. PROM, programmable ROM, il y a la ROM programmable et PROM, erasable programmable. Donc, c'est une mémoire donc effaçable et erasable. Mais donc, ce qui nous intéresse, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un petit peu la RAM. Donc, on a aussi le magnétique. Donc, ça, c'est un semi-conducteur. Ça peut être magnétique. Donc, c'est les bandes, les disques. Donc, c'est un petit peu le magnétique. Il y a aussi l'optique, le disque optique, le CD-ROM. Donc, il y a différentes technologies à semi-conducteurs, magnétiques et optiques. Chacune de ces technologies caractérise par sa capacité, donc par sa rapidité, plutôt donc le temps d'accès. On a dit que le processeur accède directement à ces registres, donc c'est accès direct, donc il n'a pas besoin ni de temps ni rien du tout. Donc, par contre, pour accéder à la RAM, il doit. Donc, les disques optiques, CD-ROM, etc., on les utilise pour la mémoire un petit peu donc, de masse à semi-conducteur, donc on l'utilise pour la RAM et la ROM. Donc, la rapidité, c'est l'accès. On a dit que le processeur accède à ces registres d'une façon directe, il accède à la RAM par le bus, et donc pour l'autre, donc il faut un moteur et un chariot pour tourner. Donc ces deux techniques, elles sont un petit peu lentes par rapport à la RAM et par rapport au registre. Mais la mémoire de masse, quoique elle est lente, donc, mais elle donne une grande capacité
de stockage. Sa taille, capacité en octets, donc pour le temps d'accès, donc sur le temps c'est en secondes, mais les secondes, etc. Mais ici c'est en octets, kilooctets, mégaoctets, gigaoctets, teraoctets. Et son coût aussi, combien il coûte en termes d'argent. Donc, pour la gestion de la mémoire, donc, on va parler de la mémoire centrale. Donc, la mémoire centrale réalisée en RAM est d'une importance particulière. On va voir que lorsqu'on essaie d'acheter un ordinateur, on demande quelle est la vitesse de processeur, quelle est la taille du disque dur, mais aussi quelle est la taille en RAM, parce que l'exécution du processus on découle en termes d'efficacité. On peut avoir un moteur Rolls-Royce, donc si on le met sur une carrosserie qui n'est pas un petit peu, donc qui ne peut pas le contenir, il ne peut pas faire grand-chose. Même chose, c'est un processeur ultra rapide, si on n'a pas les ressources en termes de mémoire, il ne veut pas faire grand-chose. Donc il faut combiner en termes de capacité de stockage des processus sur la RAM et bien sûr la vitesse d'exécution des instructions par la fréquence en gigahertz de processeur. Donc la RAM réalisée en RAM est d'une importance particulière car c'est elle qui est la plus utilisée pendant l'exécution du programme. Nous avons dit que pour exécuter un programme, il faut le mettre sous forme de processus en mémoire. Un programme enregistré, lorsqu'on écrit un code, par exemple C, on le met dans un fichier .c et bien sûr, lorsqu'on va le traduire donc, en langage machine par le compilateur ou bien l'interpréteur, il faut le charger sur la RAM pour l'exécuter. On ne peut pas exécuter un programme qui est sur le disque dur, il faut le ramener sur la RAM et le charger. Bien sûr, lorsqu'on dit le charger, ça veut dire charger le code exécutable, charger les données, savoir les fichiers qu'il utilise, avec qui il fait le transfert. Donc, tout ça, elle doit être sur la RAM et bien sûr pour pouvoir l'exécuter. Donc, la gestion doit être faite, la gestion de la RAM, c'est l'objectif de ce chapitre, c'est la gestion de la mémoire centrale. Donc, sa gestion doit être faite avec un maximum de rigueur. Mais sa bonne gestion passe par celle des autres mémoires. On va voir que ça dépend aussi de la gestion du disque dur, de la gestion de la mémoire d'échange, une partie du disque dur qui va un petit peu faire le va-et-vient. Donc, ils sont liés. On ne peut pas parler de la gestion de la mémoire centrale sans un petit peu parler de l'autre. Donc, on va voir quels sont les types de la gestion de la mémoire. Donc, est-ce qu'il y a la gestion son va-et-vient, mais c'est traditionnel, c'est ancienne, mais on va essayer de la rappeler, c'est pour l'histoire. Maintenant, ce qu'il y a implémenté actuel sur les ordinateurs actuels, c'est la mémoire avec le va-et-vient, avec la pagination, avec la segmentation. On va voir dans ce cours la pagination pour comprendre comment on gère les processus, comment on gère la mémoire avec le va-et-vient. Donc, la gestion de la mémoire. La taille de la mémoire peut accélérer pour voir l'essentiel, l'importance de la gestion de la mémoire, l'importance d'avoir une mémoire assez grande. On va essayer de voir ça par un exemple. Donc, la taille de la mémoire peut accélérer d'une manière significative le temps d'exécution. On va essayer de voir combien, on a dit que la multiprogrammation, c'est la capacité d'un programme, la capacité de charger plusieurs programmes en mémoire pour pouvoir un petit peu basculer d'un processus à un autre. Si un processus a besoin de quoi que ce soit, lorsqu'il se bloque, il faut exécuter un autre. De le passé, donc au début, lorsqu'on a commencé, moi lorsque j'ai commencé à toucher à l'ordinateur en 90, donc la mémoire c'est des kilooctets. Le disque, donc le système d'exploitation lorsque j'ai commencé à toucher, il n'est pas même sur le disque, il est sur un CD. Je me rappelle, on utilise deux disquettes de grande taille, ce n'est pas les disquettes. Donc, à un certain moment, vous n'allez pas voir les disquettes. Donc, si vous connaissez pas les disquettes, donc je vais essayer de vous
un petit peu montrer qu'est-ce qu'une disquette. Disquette, en termes d'image. Voilà, donc je veux partager ça. Donc, si vous voyez, voilà, les disquettes, les disquettes, ils sont rares, donc on sauvegarde donc d'une façon permanente. Mais je me rappelle, donc au début, on utilise ces disquettes de grande taille. Donc voilà, vous voyez que la taille elle a été réduite à la fin. Donc par exemple, si vous voyez donc la disquette, donc au début, donc on mettait le système d'exploitation sur une disquette, on l'appelle la disquette A. Donc vous voyez la disquette 8 pouces, 5 et 3,5. Donc on met la disquette un petit peu, le système d'exploitation sur une disquette et le programme qu'on va essayer d'écrire sur une disquette. Maintenant, on a le disque dur, donc, et même les disquettes, elles ne sont pas lisibles sur les ordinateurs actuels. Donc, voilà, vous pouvez trouver sur les ordinateurs un petit peu qui sont un petit peu anciens, le lecteur de disquette, le lecteur de disque, le lecteur de CD et bien sûr un disque dur intégré. Maintenant, donc, tous, dans un futur proche, elles seront comme les cassettes. On ne voit plus les cassettes parce que les CD sont un petit peu... elles ont envahi donc, ceci. Je retourne. Donc, de le passé, le prix de la mémoire coûtait cher, la taille était petite, donc quelques kilooctets. Mais maintenant, avec la technologie, on a la taille de la mémoire, donc les barrettes mémoire, elles sont accessibles. On a des mégaoctets, puis des gigaoctets, et on peut avoir même des ordinateurs avec des téraoctets en termes de RAM. Les avancées technologiques, donc l'intégration des transistors dans les chips, donc on a les barrettes mémoire et le prix de la mémoire qui a baissé et les machines sont dotées de mémoire des mégas, des gigas et même des téras. Mais, il y a toujours un mais, les besoins ont ici évolué. Au début, on exécute les systèmes d'exploitation sont avec une ligne de commande. Une ligne de commande, qu'est-ce que, par exemple, une ligne de commande, je vais un petit peu essayer de vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'une ligne de commande. Donc, invite de commande. Donc, je veux partager mon invite de commande. Donc, vous voyez de l'invite de commande. Donc, je peux taper, par exemple, CD ou dire. Donc, voilà, je tape les commandes, etc. C'est comme s'il n'y a pas d'interface graphique. Date, il va m'indiquer la date. Il va demander que la date, non, je ne veux pas changer. Time, il va m'indiquer le temps. Et bien sûr, il va me demander le temps, je ne veux pas changer, etc. Donc voilà, avant, les systèmes d'exploitation, c'était en ligne de commande, comme le DOS, comme le shell dans Linux, etc. Mais avec les avancées, on utilise les interfaces graphiques. Une interface graphique, donc vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'une interface graphique? Donc, par exemple, oui, donc je sais que donc je repartagerai donc la diapo. Donc les interfaces graphiques, ce sont les interfaces qui utilisent par exemple les fenêtres, ils utilisent la souris, etc. Donc voilà, elles sont un petit peu gourmands en termes de mémoire, en termes d'utilisation de la mémoire. Donc, mais les besoins ont aussi évolué et les applications utilisent les interfaces graphiques. Les interfaces graphiques, elles bouffent beaucoup de mémoire de RAM.
beaucoup de mémoire, alors que le système d'exploitation lui-même, il est sous forme d'interface graphique et les applications des utilisateurs utilisent les interfaces graphiques. Tout est bien sûr est graphique. Bien sûr, le Word, le Windows, avant, on utilise un éditeur de texte. C'est comme une console seulement. Maintenant, on a le Microsoft. Vous voyez, le Microsoft PowerPoint, c'est une interface graphique. Donc, elle fait partie donc des produits de Microsoft, l'Office de Microsoft. Donc, même si on a une RAM qui a été agrandie, les besoins des utilisateurs, les besoins des applications aussi, elles sont agrandies. Et bien sûr, la RAM, ce que je veux dire ici, c'est la RAM ne peut pas contenir tous les programmes. Généralement, il y aura des processus qui vont être sur le disque. Donc, la partie du système d'exploitation qui s'occupe de la gestion de la mémoire s'appelle le jargon du système d'exploitation, le gestionnaire de la mémoire. Le gestionnaire de la mémoire, c'est la partie du système d'exploitation qui un petit peu qui s'occupe de gérer la mémoire. Donc, on va voir deux manières de gérer la mémoire. La plus ancienne, sans swapping. Donc, sans utiliser le disque et avec swapping, le va-et-vient et la pagination. Le va-et-vient, donc les processus vont faire le va-et-vient. Donc, on va parler du swapper ou bien de l'ordonnanceur au niveau qui gère le va-et-vient et la pagination. Lorsqu'on va utiliser la mémoire virtuelle, on va essayer de dire au processus, vous avez énormément de mémoire et bien sûr, même si la RAM est limitée. Donc, on va essayer de convertir les adresses virtuelles en adresses physiques lorsqu'un processus va s'exécuter. Donc, le va-et-vient, c'est le déplacement des processus entre la mémoire centrale et le disque. Le disque, ou bien la partie du disque qui va gérer donc la partie du disque qui va essayer de contenir les processus qui n'ont pas de place sur la mémoire. Donc, on va commencer par la première partie, donc son swapping, et on va voir le cas de la monoprogrammation et la multiprogrammation. Donc, la monoprogrammation, ça veut dire qu'on a un seul programme qui va être chargé en mémoire. Donc, voilà. Je vais essayer de placer ceci si je peux. Je vais le mettre ici. Comme ça c'est mieux. Donc, vous voyez que ça, c'est un petit peu la RAM. On a les BIOS. On a le BIOS. Donc, le BIOS, il est généralement sur la RAM, mais on charge les pilotes. Donc, on a la RAM, on a le système d'exploitation, il est chargé sur la RAM et les processus utilisateurs, lui aussi, va être chargé sur la RAM. Donc, entre les deux, ça, c'est un petit peu. Il schématise la RAM. Donc, ce qu'on met dans la ROM, c'est le BIOS, c'est les périphériques un petit peu standards, les pilotes des périphériques standards, mais pour le processus, il va être chargé en RAM. Dans ce cas, nous avons en mémoire le système d'exploitation et un processus utilisateur. Sur les PC, donc les pilotes des périphériques sont dans la ROM appelée le BIOS. Donc ça, c'est dans la ROM. Donc on a les périphériques, donc standard pour gérer le clavier, etc. Donc le BIOS, c'est le Basic Input Output System. Donc on a un processus qui a toute la mémoire donc pour s'exécuter. Donc puisqu'il s'agit d'un monoprogrammation, un seul programme. Donc
Cas de la multiprogrammation, on a dit que la multiprogrammation, c'est la capacité de charger plusieurs programmes en mémoire. Donc, la multiprogrammation améliore les performances d'un système. On va voir que chaque fois qu'on exécute, qu'on a beaucoup de mémoire, on peut charger plusieurs programmes en mémoire. Donc, qui dit plusieurs programmes, donc on sait que, on a vu donc qu'un programme, un processus, il passe des états, il est pré-bloqué, etc. Lorsqu'un programme passe de l'état, il est à l'état bloqué. Donc, il faut élire. Si la RAM est plus grande, on aura de chances à avoir des processus qui attendent. Donc, si la mémoire est petite, donc si un processus est bloqué, donc on n'aura pas celui qui va être élu pour s'exécuter. Donc, on va voir comment la multiprogrammation donc, et la capacité de la mémoire améliore les performances d'un système. Ça veut dire en termes de quoi les performances? Les performances en termes de le travail effectué par le processeur. Combien le processeur va essayer d'exécuter. Donc, la multiprogrammation améliore les performances d'un système informatique. Les performances en termes de le rendement, combien le processeur travaille, et permet à plusieurs utilisateurs de travailler en interactif. Donc, voilà, il y aura la commutation et l'échange entre les processus. Dans ce cas, il est nécessaire d'avoir plusieurs processus en mémoire. Pourquoi? Lorsqu'un processus a besoin de faire des entrées-sorties, on sait qu'il va se bloquer. Et donc, il faut avoir quelqu'un pour être élu et donc le processeur pour travailler. Donc, pour comprendre ça, on va essayer de se mettre dans un contexte, un exemple. Supposons que nous disposons d'une mémoire de 1 méga. 1 méga, normalement, c'est 1024 kilooctets, mais on suppose seulement que 6000. 1024, c'est proche de 1000, et donc le système est occupe de 100 kilooctets. Et chaque processus occupe de 100. Donc, je veux tracer la RAM. Donc, la RAM, je vais annuler. Je vais utiliser un petit peu. Donc, c'est pas ça. Donc, je dessine la RAM. Voilà, très bien. Donc, on a 1 méga. On a 1 méga. Un mégaoctet de la RAM. Et on va la diviser en partitions de 200. Donc, on a dit que le système d'exploitation, donc voilà, il est à 200. Donc, je vais un petit peu la déplacer un petit peu. 200. Donc, on aura ici 200. D'accord. Donc, je tracerai d'autres 200. Un autre 200. Voilà, 200. Donc, pour qu'il soit voilà, on a le système d'exploitation, il va être quelque part ici. Donc, je peux mettre ici un programme P1. Je vais mettre un autre ici. Je vais mettre un autre ici. En multiprogrammation, donc je peux mettre combien? Vous voyez que je peux mettre jusqu'à 4 avec un mégaoctet. Le système d'exploitation il occupe donc 200.
Et donc, chacun des processus, et on a dit qu'il est de taille 200, donc je peux mettre 4 processus en RAM. Donc, ça, c'est, je veux écrire la RAM. Ça, c'est la RAM. Et c'est ma mémoire centrale. Dans la RAM, avec un mégaoctet, le système occupant un 200 kg, et la taille de chacun des processus, c'est 200 kg. Donc ça, c'est 200, plus 200, c'est 400, 600, 800, 1000. Et donc, un méga, c'est 1024, c'est à peu près. Donc, voilà, je peux mettre jusqu'à 4 processus en plus de système d'exploitation. Donc, supposons que nous disposons d'une mémoire de 1 méga. Le système occupe 200 et chacun des processus. Donc, on peut loger alors 4 processus de mémoire. Je l'avais mis P1, P2 jusqu'à P4. Si un processus se trouve en mémoire, en même temps en mémoire, la probabilité pour qu'ils soient tous en attente d'une pré-sortie est P à la puissance n. Ça, c'est un résultat mathématique pour savoir quelle est la probabilité que tous les processus soient tous bloqués. Je m'explique. Donc, imaginez que nous avons quatre processus, ou là, en général, un processus, c'est un processus, et que chaque processus, dans notre cas, n est égal à 4, supposons que chaque processus, soit qu'il s'exécute, soit il fait des entrées-sorties. S'il fait des entrées-sorties, alors elle sera dans l'état bloqué. D'accord? Entrée-sortie bloquée. Donc, la probabilité que tous les processus soient bloqués, elle est égale P à la puissance n. Comment on a ce résultat? C'est un problème des statistiques et des probabilités. La probabilité, donc, on suppose que les n processus soient indépendants. Donc, chacun travaille pour lui, elles sont indépendants. P1 ne dépend pas de P2, P2 ne dépend pas de... Ce sont des applications indépendantes. Donc, la probabilité, donc en mathématiques, la probabilité que les processus, probabilité, donc je vais écrire probabilité, la probabilité que les processus, par exemple, P1, virgule, P2, virgule, jusqu'à Pn, et le processus, soient tous bloqués, est égal, puisqu'ils sont indépendants, c'est le produit, le P, la probabilité que P1 soit bloqué, multiplié par la probabilité que P2 soit bloqué, multiplié par la probabilité que Pn soit bloqué. Donc, est égal au produit des probabilités. Je vais le mettre un petit peu ici. Donc, je vais le mettre comme ça. Super. Donc, la probabilité que tous les processus soient bloqués est égale, puisque c'est indépendant, est égale au produit des probabilités. Si la probabilité que P1 soit bloqué, il faut la probabilité de P2, etc. Donc, donc est égal produit de probabilité. Donc, je suppose qu'un processus se bloque avec une probabilité P. Donc, elle aura une probabilité qu'il soit bloqué et une probabilité qu'il ne sera pas bloqué. Donc, la probabilité qu'il soit bloqué, donc c'est un petit peu ça, donc je retourne vers ceci. La probabilité qu'il soit bloqué est égale à petit p. Et la probabilité qu'il soit en exécution est égale à 1 moins p. D'accord? Un processus, soit qu'il est bloqué,
soit qu'il n'est pas bloqué. Donc, la probabilité qu'il soit bloqué, c'est P, et la probabilité en exécution, donc il faut exécution, est égale à moins P. Donc, est égal, donc cette probabilité est égale au produit des probabilités. Donc, les produits de c'est P. Donc, on suppose que tous les processus ont la même probabilité qu'elles fassent des entrées-sorties. Donc, c'est P qui multiplie P qui multiplie P une fois est égal à P à la puissance P à la puissance, donc je vais mettre à la puissance comme ça, donc P à la puissance N. Si par exemple, la probabilité que P1 soit, il se peut donc je suppose qu'ils ont la même probabilité d'être bloqués. S'ils n'ont pas, donc il faut par exemple, donc est égal, donc la règle c'est ça, c'est le produit des probabilités. S'ils ont la même probabilité, donc elles sont le nombre, le cardinal, c'est n, c'est p à la puissance n. Si chacun a sa probabilité, il faut faire la multiplication des probabilités. C'est p fois n fois, donc on a n fois, et donc ça me donne n fois. Donc ça c'est n fois. Donc ici, sinon je dois prendre la probabilité de P1 puis multiplier par la probabilité de P2 jusqu'à la etc. Donc voilà, on va voir des exercices ou bien des examens dans lesquels elles peuvent avoir la même probabilité ou bien donc maintenant, puisque nous avons calculé la probabilité, donc ça c'est un petit peu la probabilité que tous les processus soient bloqués. Lorsque tous les processus sont tous bloqués, le processeur ne fait rien. Lorsqu'on a un seul processus, s'il est seul, la probabilité de son exécution d'être bloqué, c'est P, et la probabilité de son exécution, c'est 1P. Maintenant, lorsqu'on a N processus, la probabilité qu'ils soient tous bloqués, c'est P à la puissance N. Et donc, combien il reste pour le processus pour travailler? C'est à moins cette. Donc, lorsque tous les processus sont bloqués, le processeur ne travaille pas. Donc, le processus travaille quelle est la probabilité pour que le processus travaille? C'est 1 moins P à la puissance N, moins petit p à la puissance N. Donc, c'est la probabilité pour que le processeur travaille. Il ne travaille pas pendant P à la puissance N et il travaille, donc, il ne travaille pas. Donc, la somme de ça et ça, c'est 1. Le processus, soit qu'il travaille, soit qu'il ne travaille pas. Il ne travaille pas lorsque tous les processus sont bloqués. Donc, avec une probabilité de P à la puissance N. Et il travaille pendant le reste. Lorsque les processus, au moins un processus. Donc, c'est le temps qu'on va essayer de départager sur les processus. D'accord? On va voir ça. Donc, voilà les probabilités pour que le processus soit tous bloqués, la probabilité que le processus travaille. Donc, si un processus se trouve en même temps en mémoire, la probabilité pour qu'ils soient tous en attente d'une entrée-sortie, en attente d'une entrée, ça veut dire qu'on est à bloquer et P à la puissance N. Vous comprenez pas pourquoi? Parce qu'on a supposé que les processus sont indépendants et que la probabilité que pour chacun d'eux attendre une entrée-sortie, c'est petit p. P étant la fraction de temps, ou bien la probabilité qu'un processus passe en attente de la fin d'une entrée-sortie. Ça peut être 0,5, 0,1 par exemple. Ce sont en termes de temps, ou bien c'est la probabilité de ton processeur. Supposons, pour voir un cas particulier, un contexte réaliste, supposons qu'un processus passe 80% de son temps à attendre la fin d'entrée-sortie. Donc, un processus, soit qu'il
il fait des entrées-sorties pendant 0,8%, soit qu'il s'exécute 20%. Parce que pour faire pas %, mais c'est les seuls. C'est les seuls. Un processus seul, c'est les seuls. Donc, les entrées-sorties pendant 80%, ça veut dire avec une probabilité 0,8. P est égal à 0,8. Donc, il fait le calcul pendant 1 moins P, ça veut dire est égal à 0,2. Mais si ils sont nombreux, donc la probabilité qu'ils fassent tous les entrées-sorties, c'est pas 0,8, c'est 0,8 à la puissance n. On a n processus, donc on va utiliser 0,8 à la puissance n. Donc le processeur, il va travailler 1 moins 0,8 à la puissance n. N, ça peut être est égal à 1 s'il est tout seul, est égal à 0,2. Puis il peut être est égal à 2 s'il y a deux processus. Et donc on va voir quel est l'impact d'avoir une mémoire assez grande. Si on a, dans notre cas, n est égal à 4, dans ce cas, avec un méga, on peut seulement avoir n est égal à 4. On va avoir, si on augmente la RAM pour ajouter à notre mémoire, donc n, elle va prendre, donc c'est comme si on peut ajouter 5 processus, donc L est égal à 9. Si on ajoute un autre méga, n est égal à 9 plus 5, 14, etc. On va voir quel est l'effet de la multiprogrammation et de faire augmenter la RAM sur l'efficacité du processeur. Qui dit l'efficacité du processus, ça veut dire combien la probabilité que le processeur travaille. C'est ce terme qu'on va essayer de voir, est-ce qu'il va être augmenté ou bien on va le voir diminuer. D'accord? Donc, je retourne un petit peu sur ma présentation. Donc, supposons qu'un processus passe 80% de temps, donc l'utilisation du processus est 1 moins P à la puissance n. Vous comprenez qu'il s'agit de 1 moins P à la puissance n. Donc, ici, le processeur est en repos pendant P à la puissance n lorsque tous les processus effectuent tous les entrées-sorties. Donc, on a vu dans la deuxième série qu'un processus, on peut avoir plusieurs processus qui effectuent les entrées-sorties. Il se peut que tous les processus effectuent les entrées-sorties. Et dans ce cas, le processeur ne travaille pas. Il ne travaille pas pendant P à la puissance n. Si on va dans la probabilité qu'un processus effectue les entrées-sorties, donc, et si les processus ont la même probabilité d'effectuer les entrées-sorties, donc la probabilité que le processeur soit libre, soit ne travaille pas, c'est P à la puissance n. Si on vous donne que par exemple, le premier processus, elle fait les entrées-sorties avec une probabilité 0,5, le deuxième 0,6, le troisième 0,7, le quatrième 0,8. Donc la probabilité que tout le processus effectue les entrées-sorties, c'est 0,5 fois 0,6 fois 0,7 fois 0,8. Donc si on suppose qu'ils ont la même probabilité, c'est P à la puissance n. Donc soyez vigilants à propos de ça. Donc d'après le schéma, de quel schéma on parle? Ça veut dire le schéma que nous avons dans la RAM, le système d'exploitation et 4 processus. Donc, système d'exploitation et 4 processus donc chargés au mémoire. C'est du schéma qu'on parle. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, on aura n est égal à 4. Donc, c'est de ce schéma on parle. D'après le schéma, le temps d'utilisation de processus est d'environ 0,60%. Je veux la calculer. On a n est égal à 4. Donc,
0,8 à la puissance 4. 0,8 à la puissance 4. Donc, je veux essayer d'utiliser la calculatrice. Donc, calculatrice, oui, la calculatrice. Donc, je calcule la calculatrice. Donc, 1 moins 0. Donc, j'utilise tout d'abord la parenthèse pour revenir. Oui, c'est ça. Donc, la parenthèse 0,8 à la puissance 4 est égal à 0,59, c'est à peu près 0,6. Ça veut dire 0,6. Donc, je veux partager la calculatrice pour que vous voyez quel est le travail que je fais. Donc, je refais donc tout ce que j'ai. Donc, c'est eux. Donc, j'ai mis, vous voyez la calculatrice. Donc, 1 moins, parenthèse, 0,8. La parenthèse. Non, ce n'est pas la parenthèse. Donc, on a 1 moins la parenthèse 0,8 à la puissance 4. Donc, vous voyez que à la puissance 4 est égal à 0,59. C'est à peu près 0,6. 0,6, ça veut dire 0,60%. Ça veut dire que le processeur, il travaille donc 60%. Ça veut dire que le processeur, il travaille 60% et 40%, il est libre. 40%, c'est libre. Les 40%, je vais le recalculer par la calculatrice. La calculatrice, il est là. Donc, on a 0,8 à la puissance 4, c'est presque 40. C'est 40%. Le 40%, donc le processeur, il est libre. Donc, le processeur, il est libre et donc, il ne fait que 60% du travail. Le rendement, c'est 60%. D'accord? Maintenant, on va voir quel est l'effet d'ajouter un autre mégaoctet. Si on ajoute un mégaoctet de mémoire, on peut loger 5 processus. Ça veut dire que N, elle va passer de 4 à 9. Si on a N est égal à 9, le temps d'utilisation de processeur passe de 60 à 87. Je veux recalculer ce temps d'utilisation de processeur. Calculatrice, je la partage. Donc, 1 moins 0,8 à la puissance 9 est égal à peu près 87%. Vous voyez qu'en ajoutant un mégaoctet, le rendement de processeur il est amélioré, soit une amélioration de 45% par rapport à l'état précédent. Ça veut dire 87 moins 60, donc l'amélioration, c'est 47% par rapport à l'état précédent. Donc, l'amélioration
Et là, on a passé de 60% d'utilisation de processeur jusqu'à 87% d'utilisation de processeur. Ça veut dire une amélioration par rapport à l'étape précédente de 45%. Si on ajoute un autre méga, N va être maintenant 14. Et donc, le temps d'utilisation de processeur, c'est 96%. Je fais le calcul. 1 moins 0,8 à la puissance 14. Non, donc, 1 moins 0,8 à la puissance 14 est égal à presque à 96%. 0,95, 60, etc. Si on le majeure, c'est 96%. Soit une amélioration de 10% par rapport à l'étape précédente qui est de 87. Ce schéma est basé sur le fait que les processus passent 80% de leur temps à attendre la fin. Un temps inférieur à 80 améliore le pourcentage. Par exemple, si j'utilise un autre temps d'utilisation de processeur, donc je veux un petit peu voir ce que je peux, si j'améliore donc je veux essayer de voir avec un autre temps calculatrice. Par exemple, je partage la calculatrice pour que vous voyez le calcul. Par exemple, je veux mettre que, au lieu de 80, donc je veux mettre seulement 40%. Donc, 1 moins. Donc, si on a le 0,4 à la puissance 4, au début, nous avons vu 60%. Avec le temps de 80. Maintenant, je mets que le temps d'attente de la fin de l'entrée-sortie, c'est 40 au lieu de 80. Tout à l'heure, nous avons vu que le processus travaille 60%. Maintenant, il va travailler 97%. Lorsqu'on a, par exemple, 9 processeurs, donc je veux refaire je veux faire le calcul 0,4 à la puissance 9. À la puissance 9, vous voyez que si je mets au lieu de n est égal à 14, c'est 1 moins 0. Je veux utiliser le moins 0,4 à la puissance 14. Elle va. Non, c'est pas ça. 1 moins parenthèse 0,4 à la puissance 14. Et c'est pas vrai. Je sais pas ce que j'ai fait. Donc, je veux remettre 1 moins parenthèse 0,4. Le tout à la puissance 14, j'ai pas mis, donc, est égal à presque 1. Ça veut dire que si le temps d'attente des entrées-sorties est très petit, on améliore les performances d'utilisation de processeurs et c'est l'objectif donc de l'augmentation de la mémoire. Remarque, ce schéma est basé sur le fait que les processus passent 80. Un temps inférieur à 80 améliore le pourcentage d'utilisation de la CPU. Donc, vous l'avez vu et vous avez compris. Maintenant, on va voir, donc, c'est le nombre de processus est égal à 1.
on a dit que si il est seul, le pourcentage d'utilisation de processeur, c'est 20%. 0,2. Si elles sont deux, 0,8 fois 0,8, c'est 0,8 fois 0,8, c'est 0,64. 1 moins 0,64, c'est 0,36. Ça veut dire que le processeur, il travaille 36%. 3, etc. Celui que nous avons calculé, c'est ça. On l'a calculé pour 4, on l'a calculé pour 9, on l'a calculé pour 14. D'accord? Avec un temps d'utilisation. Donc, vous voyez la courbe. Tant qu'on augmente le nombre de processus, l'utilisation de processeurs, il améliore. Donc, et on approche la valeur de 1. De 100%, ça veut dire 1. Donc, l'objectif, c'est d'utiliser donc le processeur. Donc, la multiprogrammation, donc on peut le faire soit avec, on va voir donc avec les partitions fixes, soit avec les partitions variables. Mais je le rappelle, c'est un petit peu n'est plus utilisé. Donc, c'est de le passé, on a utilisé ça, surtout avec les systèmes batch. Donc, on utilise avec les partitions fixes. Donc, une manière simple d'organiser la mémoire en vue de la multiprogrammation et de la diviser en une partition. Donc, vous voyez que notre mémoire, on a divisé à des partitions. Chaque partition, il a une taille fixe. Donc, le système, par exemple, il est logé dans une partition de 100 kilooctets, partition 1, 100 kilooctets, une deuxième partition de 100. Donc, les partitions, ils n'ont pas la même taille. Donc, ici, 600, 200, 300, 400. Une partition, les tailles des partitions peuvent être différentes. Le positionnement peut être fait au moment du démarrage, donc par l'opérateur, donc celui qui gère la mémoire. Donc, une première manière de gérer les partitions, il y a une file d'attente par partition. Donc, vous voyez que les processus qui vont se loger sur cette partition, elles sont sur la file d'attente. Dès que cette partition est libre, on loge le processus qui est sur la tête de la file d'attente. D'accord? Donc, voilà, celui-là qui attend. Donc, on ne peut pas loger celui-là jusqu'à... Donc, il est adapté pour les systèmes en batch. Mais il a un problème, c'est qu'il y aura des partitions qui vont être libres et des files d'attente qui sont allongées. Parce que chaque fois qu'on a un processus, qui va s'exécuter, on le met de la file d'attente de la partition qui peut le contenir. Par exemple, un processus de taille 301, cette partition ne peut pas le contenir. Cette partition ne peut contenir. On va le mettre sur la file d'attente des processus qui attendent à être logés sur la partition 400. Vous voyez que le processus, il va seulement occuper par exemple 301. Donc ça c'est 301. Parce que sa taille est 301, il ne peut pas être logé ici, on le loge à cette partition et bien sûr, il y aura le reste, 80 et 99, ils sont libres. Et bien sûr, donc cet espace, il est libre parce qu'il n'est pas utilisé par le processus, mais il est réservé, mais non occupé, c'est ce qu'on appelle la fragmentation interne. Donc, le problème de ceci, c'est qu'il génère la fragmentation interne. Par exemple, un processus qui a besoin, par exemple, de 220, il va être dans cette partition. Cette zone, il est réservée, mais non utilisée, il n'est pas rempli. La partition fixe, elle génère le problème de la fragmentation interne. Il y a un autre problème, c'est qu'on aura des
des listes, des files d'attente qui attendent et des partitions qui sont libres. Par exemple, on peut avoir la partition 100 qui est libre et ceux de 200, il est allongé. Donc ça, c'est le problème de la partition. Chaque nouveau processus est placé dans la file d'attente de la plus petite partition qui peut le contenir. Par exemple, de 1 jusqu'à 100, ils vont être dans cette partition. De 101 jusqu'à 200, fait de la file d'attente. De 201 jusqu'à 300, fait de la file d'attente. De 301 jusqu'à 400, on va le partir de 400. S'il y a un processus de taille 400, il ne peut pas être logé. Cette méthode peut aboutir à un gaspillage si le processus nécessite une taille assez petite. Par exemple, si un processus, par exemple, il peut générer, comme je viens de le dire, la fragmentation interne. Une autre manière de faire est d'utiliser une seule file d'attente. Donc, pour répondre au problème des files d'attente allongées et des partitions vides, on utilise une seule d'attente pour tout le processus. Chaque fois qu'une partition est vide, on parcourt la file. Si le processus qui est de la tête peut être logé, on le loge. Sinon, on passe au suivant. Celui de la tête, il va attendre jusqu'à ce que la partition qui peut le contenir. Et là, il est privilégié parce qu'il est sur la tête. S'il ne peut pas, on passe au suivant jusqu'à trouver un qui peut être retenu, qui peut être logé de la partition. Dès qu'une partition se libère, par exemple, supposons que la partition 300 est libre. Donc, Hadi, maintenant, il est libre. On y place le premier processus, on voit celui de la tête. S'il ne peut pas, on voit le second jusqu'à trouver. S'il n'y a pas aucun processus, donc il va être libre. On y place le pronom relatif de place la partition. On y place le premier processus de la file qui peut loger dans cette partition. Ou bien, on cherche le plus grand processus, donc ça dépend des algorithmes. Il y aura le best fit, il y a le first fit, donc le best fit et le worst fit. Ou bien, donc à des algorithmes, donc on parcourt la liste. Le first fit, celui qui peut la contenir. Le best fit, c'est celui qui peut la contenir pour minimiser la fragmentation interne. Donc, il y a des algorithmes. Donc, la gestion de la mémoire avec swapping. Donc, la méthode des partitions fixes est valable pour les systèmes en batch. Le système en temps partagé, plusieurs utilisateurs travaillent en interactif, doivent être organisés d'une manière car la mémoire ne peut pas contenir tout le processus. Alors, quelques processus sont placés en mémoire avant leur utilisation. Donc, le swapping ou bien l'ordonnance au haut niveau, il se charge de... Donc, on n'a même pas... Il y a le swapping avant la mémoire virtuelle. Donc, avec les partitions, avec le swapping, on peut charger quelques processus sur la mémoire et les autres qui ne peuvent pas être chargés sur la mémoire sur le disque. Ce mouvement va et vient, il est appelé le swapping et le programme qui se charge, il s'appelle le swapper. Et donc, avec le swapping, on utilise, donc on gère la mémoire avec les partitions variables. Donc, contrairement aux partitions à taille fixe, maintenant les partitions à taille variable, elles ont une taille qui peut changer, donc qui peut être changée. Dans la méthode des partitions fixes, les processus logent dans des partitions souvent plus grandes que la taille nécessaire. Donc, comme on a dit aussi, un processus qui a besoin seulement de 301, il génère la fragmentation interne. Avec les partitions variables, on résout au moins le problème de la fragmentation interne. Dans le système, donc, plus grande que la taille nécessaire, dont une perte de mémoire. Donc, c'est la fragmentation interne. Dans les systèmes interactifs, on souhaite placer le maximum de processus en mémoire. Alors, on peut utiliser les partitions variables. Donc, alors, cette technique
avec cette technique la taille des partitions. Et une partition, donc, pour me dire qu'est-ce qu'est une partition, c'est une zone mémoire, donc, ayant une taille donc, pour loger les processus. C'est une zone mémoire de la RAM. Change dynamiquement. Donc, mais les partitions, elles ne sont pas fixes. Maintenant, elles changent et donc elles peuvent être augmenter ou diminuer. Donc, si un processus a besoin de la mémoire, on va essayer de lui trouver une zone mémoire pour qu'elle s'exécute. Donc, si on dirait par exemple des processus, on va le déplacer à une zone mémoire assez grande ou bien on va déplacer les processus qui sont à ses extrémités, ses voisins pour lui permettre de se changer. Donc, les partitions changent dynamiquement en fonction du processus. Cela améliore l'utilisation, mais il complique les algorithmes d'allocation et de la restitution de mémoire. Parce que parfois, on est obligé de faire le déplacement et les déplacements, elles consomment le temps processeur. Donc, si un processus a une taille fixe, alors lui a la taille nécessaire. Mais certains processus peuvent changer de taille et demandent l'allocation dynamique de l'état. Donc, pour l'exécution des fonctions, par exemple, récursives, il a besoin, par exemple, pour faire les allocations dynamiques, il a besoin de la mémoire, il a besoin d'une allocation dynamique. Deux cas peuvent se présenter. S'il existe un espace, par exemple, supposons que de la RAM, on a le système, on a un processus, donc un processus P1, donc il est logé dans cette partition, et bien sûr, il y a une zone non allouée à ses côtés. Il existe un espace libre adjacent au processus qui peut répondre à la demande d'allocation. Alors, si un processus a besoin de plus de mémoire et il y a une zone libre, donc le système donc lui alloue la partie. Ou bien le processus est entouré. Donc, par exemple, dans un autre contexte, on a la RAM, donc le système d'exploitation. On a un processus P1. Il est entouré de processus. Donc, il est entouré de P2. Voilà notre processus P1. Il est entouré de processus P3. Donc, il a besoin de plus de mémoire. P1 a besoin de plus de mémoire. Donc, soit on déplace P1 au P2 pour pouvoir lui donner de la mémoire, soit on le déplace lui-même à une zone de mémoire assez grande. Le processus est entouré par deux processus. Alors, soit on le déplace dans une partition plus grande, soit on déplace un ou plusieurs processus sur le disque, donc pour pouvoir créer un espace suffisant. Donc, on va déloger Hada et Hada sur le disque pour pouvoir lui donner la mémoire, ou bien même sur des zones mémoire. Donc, fragmentation et compactage. On a dit que la méthode de gestion, elle gère le problème de la fragmentation et donc on a besoin donc de compacter la mémoire de temps en temps. Dans le système à partition fixe, il y a deux types de fragmentation. Fragmentation interne, donc lorsqu'un processus, par exemple, il a besoin seulement sa taille, c'est 201. Une taille de 200 ne peut pas contenir, on l'alloue dans une partition de 300, par exemple, 201 kilooctets. Donc ça, c'est en kilooctets. On le met dans une partition de 300 kilooctets. Donc, il y aura une zone non un petit peu réservée, mais non annulée, parce qu'on lui donne toute la partition. Donc, il y a une fragmentation interne qui résulte de l'espace non utilisé dans une partition de taille n, alors que le processus qui est loge est de taille m, avec m inférieur à n. On met dans la partition 300 un processus de taille 201. M, c'est la taille, n, c'est la taille de la partition. Donc, 80
N moins M octets sont réservés mais non utilisés. Donc, c'est la fragmentation interne. Il y a aussi la notion de la fragmentation interne. La fragmentation interne, lorsqu'on a des partitions, donc ça c'est par exemple, c'est une partition utilisée par un processus, ça c'est une partition non libre, et donc ici un autre processus. Donc voilà les processus. Il y a des partitions non utilisées entre les processus, etc. Donc une fragmentation externe qui résulte du fait d'avoir des partitions disponibles et non utilisées parce qu'elles ne peuvent pas continuer aucun autre. Donc leur taille, il est très petite, ne peut pas continuer. Donc imaginez que au lieu de ceci, on a donc la taille de la RAM. Donc effacer. On a la RAM. Donc on a la taille, etc. On a la mémoire au processus, des zones mémoire, etc. Donc, on a ici un processus, par exemple, PA, une zone libre qui ne peut pas contenir, etc. La zone, un autre processus, une deuxième zone libre, un troisième processus, par exemple, et le système d'exploitation. Les sommes, les partitions toutes seules, par exemple, j'aurai ici 80, donc ici j'aurai 120, donc leur somme c'est 200, elle peut contenir un processus de 200, mais si j'ai un processus de 100, elle ne peut pas être logée parce que aucune des partitions ne peut pas le contenir, ni 80, ni 120, mais si je les compacte, elle peut être logée. Donc la fragmentation interne, c'est d'avoir des partitions, de petites partitions éparpillées sur la RAM qui ne peuvent pas contenir aucun processus alors que leur somme, si je les compacte, elles peuvent contenir des processus. Par exemple, un processus de taille de 100, elle peut être contenue si, par exemple, pour faire le compactage, soit je déplace donc les processus vers les zones un petit peu, vers les basses adresses ou les hautes adresses, de telle sorte à avoir un espace libre de grande taille. Mais que des compactages dit qu'il faut utiliser le processus pour faire le compactage, pour faire le déplacement, et ça consomme le temps processeur. Une fragmentation qui résulte du fait d'avoir des partitions disponibles et non utilisées parce qu'elles ne peuvent pas contenir aucun processus. De laisser à partition variable, on peut effectuer le compactage de la mémoire en déplacement tous les processus vers les bas de la mémoire. On crée alors une partition libre de grande taille. Ce travail nécessite le temps processeur, donc voilà, il va gaspiller le temps processeur, mais ça améliore un petit peu de récupérer les miettes, donc de récupérer les zones qui ont été un petit peu non allouées, donc non allouées pour pouvoir à des processus d'avoir de la place sur la mémoire. Donc, pour allouer les partitions de la mémoire au processus, il y a donc trois méthodes pour savoir quelles sont les zones allouées et les zones libres. Nous allons étudier donc quelques méthodes de gestion et l'occupation de la mémoire. Donc, voilà. Le système d'exploitation doit savoir quelles sont les zones déjà allouées au processus et quelles sont les zones qui sont un petit peu non allouées pour les allouer au processus qui ont besoin. Donc, la plus ancienne, c'est la table de bits. La table de bits, c'est comme, donc, la table de bits, elle partage la RAM, donc la RAM, en partition. Donc, supposons que l'unité de partage, par exemple, 1 kg. Je partage la mémoire en 1 kg. Donc, ici, 1 kg, un autre kilo, ici, ça veut dire le premier kilo, le deuxième, etc. Donc, jusqu'à la dernière. Et chaque partition, elle va être allouée ou non allouée.
chaque partition, s'il est alloué, on va mettre dans la table de bits. S'il est déjà alloué à un processus, donc un processus, par exemple, si un processus utilise les partitions, donc je veux mettre le processus, donc le processus, donc je veux changer un petit peu. Donc, si le processus P1 utilise les trois partitions, donc je veux dire que le processus P1, il occupe les partitions 1, 2, 3. Et bien sûr, les partitions 1, 2, 3, elles sont déjà allouées. Donc, de la table de bits, je veux leur affecter 1, 1, 1. Par exemple, on a d'autres partitions, donc les partitions qui suivent, elles ne sont pas allouées. Et donc, elles sont libres. D'accord? Donc, dans la table de bits, je veux mettre 0, 0. Puis, il y aura un. Donc, je veux revenir pour le tableau. Le tableau, donc, j'efface tout. Effacer tout. Donc, j'ai la RAM. Donc, ça, c'est la RAM. Elle va être partagée en unité de partage. Donc, ça, il est utilisé généralement pour les partitions variables. Donc, la mémoire, elle est partagée. On va voir ce même principe avec la pagination. La partition, donc, par exemple, c'est la taille de chaque partition, c'est 1 kg. 1 kg, 1 kilo-octet. Donc, je partage la mémoire en partition de taille fixe. Donc, voilà, c'est le même. Donc, le premier, la deuxième, la troisième, etc., etc. Donc, un processus, le processus P1, elle va par exemple prendre les trois. Là, elles sont ومن بعد غادي يجيون هادو ils sont libres. هاد les deux. Et après, j'aurai un autre processus et le coupe هاد les deux. ومن بعد l'autre qui va venir après, il est libre. Un seul. Donc, je continue à tracer. Donc, je trace. Je trace à la main. Je n'arrive pas à tracer correctement, etc. Donc, supposons que le système d'exploitation il est en RAM. Les partitions, voilà comme ça. Je veux utiliser une autre partition, laquelle, donc une autre couleur. Je vais prendre la jaune. Donc, P2 et puis un autre processus P4. Donc voilà, supposons que ça c'est ma mémoire, j'ai par exemple, etc. Donc pour la gestion par la table de. Est-ce que vous m'entendez? Donc tout ce que j'ai tracé, elle est partie. Oh mon Dieu. Donc je ne sais pas qu'est-ce que c'est quelque chose. Ah donc quelque chose, donc elle s'est. Non, je n'ai pas arrêté. Donc elle s'est arrêtée tout seul. Donc je veux retracer. Je veux retracer tout ce que je viens de tracer. Donc pour tracer, il y a la partition.
il y a une autre partie, c'est la même partition. Voilà là, une autre partition. Voilà une autre partition. C'est ce que j'avais fait. Donc, supposons que la RAM elle est partagée en, en 1 kilo. Donc, ça, c'est le premier. Le premier. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Sixième. Septième. Huitième. Neuvième. Supposons que voilà, j'ai les partitions d'année. Donc, le processus, donc je veux mettre le processus P1 ici. Et le couple 1 et 2. Processus P1. Et le couple, etc. Le deuxième, il est libre. Le troisième, il est ici. P2. Et le couple, par exemple, le P2, il est toujours sur ces partitions. Celle-là, il est libre. Je vais mettre ici avec une autre couleur. P3. P3. Donc, cette zone elle est libre. Donc, je vais le mettre avec cette couleur. Cette zone, elle est libre. Donc, dans la table de bits, le système, table de bits, donc, il va accorder. Donc, c'est un tableau. C'est un tableau qui a la taille de nombre d'octets. Donc, on a pas le nombre d'octets, nombre de partitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On aura un tableau qui va avoir 10 bits. 10 bits, 10 cases. Et dans chaque case, on aura soit le bit, soit A0, soit 1. On voit que le processus, donc je veux revenir pour celui-là, il va occuper ces deux, et celui-là, il va être aussi libre. D'accord? J'ai mis le processus P1, les deux premiers, le troisième, la troisième partition, elle est libre, le P2 et le couple 3 partitions, etc. Donc, si je veux, le table de bits, il va contenir 10 cases et le bit va être soit A0, soit A1. Donc, le premier bit, il correspond au premier
à la première partition. Il est occupé par le processus 1. Donc, le bit, il va être à 1. Le deuxième, il est occupé. 1. La troisième partition, il est libre. 0. La suivante, 1. 1 et 1. La suivante, 0. 0. La suivante, occupé et 0. Non, il faut que je retourne ici. Il y a quelque chose qui ne va. Donc, c'est 0. Donc, vous voyez que maintenant, lorsque le système c'est comme un tableau de bord. Lorsque le système voit le tableau, il sait quelles sont les partitions qui sont déjà allouées au processus et quelles sont les partitions qui sont libres. Si un processus a besoin de la mémoire, le système regarde la table de bits. Si il peut être contenu par ici, il va lui allouer cette partition. Sinon, donc voilà, toutes les partitions, elles sont de taille 0. D'accord? Ça, c'est un cas. Mais je peux, par exemple, ajouter, par exemple, une autre partition pour dire qu'on a deux, etc. Donc, je veux la retracer donc, par cette couleur. Donc, si je change, on aura ici, donc, au lieu de un autre 0. D'accord? Vous voyez que à chaque partition, on a un bit. Le bit est à 0, soit à 1. Il est à 0 si la partition est libre. Il est à 1 si il est déjà occupé par un processus. Le processus P1, P2, P3, et le premier, il occupe les partitions 1 et 2. Le troisième, 4, 5 et 6, 8 et 9, etc. Donc, le 10, 11, donc, et 11. Donc, la table du bit, le nombre de bits, ça dépend de la taille de la RAM et la taille de la partition. Vous voyez que si au lieu d'utiliser une taille de 1 kg, j'utilise une taille de 500. Ce n'est pas ça que donc, je veux. Pour comprendre un problème qui est celui de la fragmentation, etc. Donc, je veux maintenant, au lieu de mettre 1 kg, c'est 1024 octets. Je veux mettre seulement 512 octets. C'est la taille. Donc, ça veut dire que Hadi, je la partage en deux. Je veux utiliser supprime. Donc maintenant, 512 et il y a des 512. كلهم 512. Si on a la taille de la partition est petite, on va voir quel est l'effet de ça. Si vous comprenez ça, lorsqu'on va arriver à la taille de la page, lors de la pagination, donc vous allez comprendre pourquoi il y aura aussi le problème de la fragmentation interne. Donc, maintenant, au lieu de 1024, donc la partition, donc voilà, ici c'est, ce n'est pas les, donc on aura 1, 2, 3, au lieu de 11, on aura jusqu'à 22, la première, etc. Ça c'est la deuxième, etc. Donc on aura, le nombre de partitions va être augmenté, ça veut dire que la taille de la table de bits va augmenter. Donc le processus 1 et le couple 1, 2, 3 jusqu'à 4. D'accord? Les partitions, donc au lieu de 0, on aura 0 et 0. Donc celui-là, il va occuper 6. Ça doit occuper 2. Celui-là, il va occuper 4.
Et celui-là va occuper 0. Donc, on aura au total, je vais voir, je vais les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22. 20, 21, 22. Donc, on aura. Donc, vous voyez que lorsque la taille de la partition diminue, lorsqu'on augmente, lorsqu'on diminue la taille de la partition, combien on aura? Est-ce que la taille de la table de bits a augmenté ou il a diminué? Tout à l'heure, nous avons 11, maintenant 22. La taille de la table a augmenté. Au lieu de 11 éléments, nous avons maintenant 22 éléments. La taille, elle a augmenté. Ça veut dire que, puisque pour gérer la mémoire, cette taille, cette table de bits va être elle aussi en RAM pour que le système puisse savoir quelles sont les partitions déjà allouées et les partitions libres. Donc, le système, la table de bits va augmenter. Mais on a un avantage, c'est que si par exemple, si maintenant au lieu tout à l'heure, si on a par exemple la taille, c'est 1 kg. 1 kg et un octet, on doit allouer un deuxième octet. Maintenant, au lieu d'allouer tout un octet, on va seulement allouer 512. On gagne au niveau lorsque la partition sur le gaspillage de la mémoire. D'accord, donc voilà. Donc, est-ce que vous avez le cours à 10h30? Oui. Oui, monsieur. Oui, d'accord. D'accord, donc voilà, on va peut-être s'arrêter ici. Donc, ça, c'est un petit peu la gestion. Donc, la gestion de la mémoire. Donc, la mémoire. Donc, la mémoire est divisée en unités d'allocation. L'unité d'allocation, donc, c'est un petit peu l'élément avec lequel le système va essayer d'allouer au processus. À chaque unité, on associe un bit dans la table de bits. Ce bit est à 0 si l'unité est libre et à 1, il est occupé. Donc, voilà. Exemple, si nous avons une mémoire de 32 kilooctets avec une unité de 1 kilooctet, donc voilà, et il est déjà alloué, ça c'est libre, alloué, libre, alloué aussi, libre, alloué, libre. Donc, le processus A, il occupe 5 kilos, et suivi de 3 libres, un processus B, un processus C, puis 2 unités libres, etc. La gestion par la table de bits, donc on sait que la table de bits, elle va être chargée en RAM, chargée dans des octets. Le premier bit, il correspond au processus A. Donc le processus A, 5 unités, 1, 2, 3, 4, 5, suivi de 3 non occupés, 0, 0. Ça, c'est le premier octet. Le deuxième octet, 6, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, suivi de processus C, 4, 1 et 2, 1 et 2, 3 et 4, suivi de 2 unités, 0, 0, suivi de processus D, 6,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Suivi de processus E3. 1, 2, 3. Suivi de 3. Vous voyez que maintenant, le système voit la taille, la totalité de la RAM en la gérant par la table de bits. S'il y a un processus qui a besoin de la mémoire, il regarde combien de bits qui sont à 0, est-ce qu'ils peuvent contenir les nouvelles demandes ou pas. Si l'unité d'allocation est petite, alors la table de bits est grande. Si l'unité est grande, la table de bits est petite. Mais on perd de la place non utilisée, de la mémoire utilisée. La taille du processus n'est pas en général un multiple. Pour allouer l'espace mémoire pour un processus demandant K unité, il faut parcourir la table de bits en cherchant K0 consécutive. Cette recherche pénalise l'utilisation. Donc, pour chercher, imaginez, dans cet exemple, c'est 32, mais imaginez qu'au lieu de 32 kilos, il est avec des mégas, donc ça va prendre beaucoup de temps et ça pénalise cette recherche pour l'allocation. Donc, je termine ici. Donc, le lundi, Inch'Allah, je vais reprendre à la diapositive 78. Je vous remercie. Donc, j'arrête le partage. Et donc, j'arrête l'enregistrement.